On va commencer la dernière table ronde. Je pense qu'on a tous la tête pleine, tous et toutes la tête pleine. On aurait pu prendre 2 jours ou 3 jours pour avoir le temps du débat, parler moins vite, avoir plus de temps. Non, il y en a qui nous disent que non, que déjà venir à Paris une journée, c'était déjà trop. Voilà, donc, mais on regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour le débat, mais ça nous paraissait important d'avoir quand même tous ces apports. Je voudrais, parce qu'à la fin, on va toujours être bousculé, Nicolas Hulot va arriver, donc je voudrais maintenant remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés pour organiser cet événement, l'UNESCO qui nous a accueillis, la délégation française, tous les volontaires, ce sont des bénévoles qui étaient là à l'accueil pour vous guider, Hamdi et Alexis qui sont 2 permanents, notre association est toute petite, elle vit grâce à vos dons, et on peut vraiment applaudir Hamdi, Alexis et tous les volontaires. Remercier, je ne sais pas si Rudy est là, tous ceux, Manuela Carmena, tous ceux qui se sont levés tôt ce matin ou qui sont partis hier soir de leur ville pour être là. Voilà, c'est ça aussi l'Europe, prendre le train pour se rencontrer. C'est bien Internet, ça consomme moins d'énergie, mais la rencontre physique est souvent indispensable. L'histoire de l'Europe ou l'histoire du progrès social est faite de ce genre de rencontres où on repart avec plein d'arguments et plein d'énergie. Donc voilà, c'est le début de la campagne. Daniel Debec dès ce matin, on n'est pas là pour se tenir chaud, c'est le début de la campagne. On va bientôt faire un petit livre, je pense que Anne Essel en parlera tout à l'heure. Le but c'est que tout le monde ne va pas lire le gros bouquin de 400 pages, le but est vraiment qu'on ait 6 mois pour gagner la bataille. Notre objectif c'est vraiment qu'au mois d'octobre, Emmanuel Macron, Angela Merkel reprennent notre traité. En espagnol, on dit « à la calle », allons dans la rue. Voilà, c'est très bien. On va faire des PowerPoint disponibles pour tout le monde. On va faire des petits outils de campagne qu'on pourra distribuer. Le président de la République française va lancer le 17 avril le grand débat sur l'avenir de l'Europe. Il y aura dans tous les départements des débats citoyens. Eh bien, il faut qu'on soit présent dans ces débats citoyens un peu partout. Il y a déjà 30 départements où des groupes se créent pour défendre ce pacte finance-climat. Il faut, voilà, on n'est pas juste des intellos qui veulent se faire plaisir et dans 10 ans, on pourra dire qu'on avait prévu le chaos. On veut gagner la bataille, c'est fondamental. Alors, j'ouvre cette dernière table ronde. Il y en a qui sont en retard, mais on va commencer. Comment gagner la bataille ? Ça fait 30 ans que le GIEC tire la sonnette d'alarme et on voit effectivement que la situation est de plus en plus grave, qu'on peut avoir n'importe quand une accélération. Pauline disait ce matin qu'il y a des seuils, quand ils seront franchis, ça va accélérer, ce sera trop tard pour agir. Le FMI nous dit qu'on va avoir n'importe quand une nouvelle crise financière. On parlait tout à l'heure de la montée des populismes. Il y a beaucoup de pays d'Europe où le débat politique est plus sur la question des migrants ou des réfugiés, ou les migrants vus de façon négative, que sur la question du climat. Donc pour toutes ces raisons, il y a bien une course de vitesse qu'il faut gagner. Jean-Marc Ayrault disait c'est cette année qu'il faut faire preuve de courage. Comment est-ce qu'on force, comment est-ce qu'on pousse nos dirigeants au courage? Où est la volonté politique, demandait Audrey Pulvar? À nous d'obliger nos dirigeants à l'audace, à l'intelligence, à la fraternité. Donc, pour cette table ronde, on va commencer par, je présente ceux et celles qui sont là, on va commencer par une vidéo de Philippe Lamberts. En principe, Fabrice Bonifay, qui est directeur de développement durable chez Bouygues, doit nous rejoindre. C'est un homme très convaincu sur ces questions. Philippe Lamberts, le chef des députés écolos, n'a pas pu venir, mais nous a fait une vidéo très punchy de Bruxelles et il est parmi les gens qui poussent vraiment. Manuela Carmena, maire de Madrid, qui nous dira comment on peut transformer une colère en une victoire politique. Manuela n'est pas une professionnelle de la politique, mais elle a gagné avec toute une équipe, avec le peuple de Madrid, et elle est en train de faire de grandes choses à Madrid. Donc Manuela est la preuve qu'on peut bouger les choses en quelques années si on a l'intelligence et la force. Anne Bringot du réseau Action Climat, qui est une des porte-paroles ou la porte-parole du réseau Action Climat, qui regroupe un grand nombre d'associations avec une grande expertise, un travail de terrain. Et Tchétché Tchéverry, qui est un des fondateurs, c'est un homme très modeste, mais c'est un des principaux fondateurs d'Alternativa, au début à Bayonne, et puis qui maintenant est dans un grand nombre de villes de France. Et Pauline nous disait ce matin qu'il y a un tour de France qui se prépare avec au moins 200 villes, où on voit en même temps des débats de fond, comment il faut changer notre modèle, et en même temps très concrètement, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie de famille, dans mon entreprise, dans ma collectivité. Donc on commence par donner la parole, comme il n'est pas là, on lui donne la parole. Philippe Lamberts, merci. Bonjour à tous et à tous. Je regrette énormément de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ce plan 1000 milliards pour le climat qui est évidemment un plan qui suscite mon enthousiasme et qui est d'une nécessité absolue pour l'Europe. Et donc merci évidemment à Pierre Larouturou et à Jean Jouzel d'avoir pris l'initiative. L'urgence est d'abord climatique.
c'est évident, si on veut atteindre les objectifs fixés à la COP21 à Paris, eh bien, il y a vraiment de quoi se retrousser les manches. Aujourd'hui, l'Union européenne est plutôt en train de ralentir ses efforts plutôt que de les accélérer. Le plan qui est proposé propose exactement de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire se retrousser les manches et passer à la vitesse supérieure. Mais pour ceux qui ne sont pas enthousiastes de la cause climatique, je voudrais souligner que l'urgence et l'évidence de ce plan se déclinent sur beaucoup d'autres plans. D'abord sur le plan de l'emploi. Il est évident que la transition écologique de notre économie, en particulier dans le monde de l'énergie, est extrêmement intensive en emploi. Comparé au modèle centralisé basé sur le nucléaire comme en France, eh bien, il est évident que les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique sont des gisements d'emploi considérables pour nos sociétés. C'est aussi une évidence macroéconomique. Pourquoi? Eh bien parce que chaque année, nous dépensons entre 3 et 400 milliards à acheter des énergies fossiles, c'est-à-dire nous achetons quelque chose que nous allons brûler. Et donc il est évident que si demain nous passons en mode full renouvelable, eh bien cette facture disparaît. Autrement dit, ce sont entre 3 et 400 milliards d'euros qui ne quittent plus l'économie européenne, ce qui veut dire aussi que nous ne devons pas compenser ces importations par des exportations. Autrement dit, pour notre balance des paiements, c'est tout bonus. Mais c'est aussi une évidence géostratégique. Pourquoi? Tout simplement parce que ces énergies fossiles que nous achetons, nous ne les achetons pas à n'importe qui. Notre premier fournisseur s'appelle Vladimir Poutine, qui sera réélu probablement ce week-end à la tête de la Russie. 30% de nos fournitures de charbon, de gaz et de pétrole viennent de Russie, ce qui donne évidemment à l'habitant du Kremlin un levier sur la politique européenne que nous préférions, honnêtement dit, ne pas avoir. C'est une question d'indépendance stratégique et évidemment, à côté de Poutine, vous pensez évidemment au potentat du Golfe ou du Golfe de Guinée et donc tout ça ne nous donne pas l'autonomie stratégique dont nous voudrions pouvoir disposer. C'est aussi, je dirais, une évidence en termes de sécurité intérieure. Le modèle énergétique actuel est un modèle hyper centralisé et donc hyper vulnérable. Il suffit de s'attaquer à un nœud du système pour potentiellement lui faire subir d'énormes dommages. A contrario, les énergies renouvelables sont des énergies distribuées et il est très difficile de s'attaquer à un réseau de production et de distribution énergétique qui est très distribué, tout simplement parce qu'aucun nœud n'est absolument indispensable au système. Dernier point, et c'est le point que j'utilise le plus souvent ces derniers temps, c'est une question de compétitivité. En ce début du XXIe siècle, l'Europe a un choix. Elle peut choisir d'être une meneuse de la transition écologique de nos économies, autrement dit, d'être à la pointe de l'innovation en termes à la fois technologiques, mais aussi social et d'organisation de nos sociétés, pour quelque part faire rentrer nos sociétés dans le cadre que leur fixe la nature. Nous pouvons choisir de mener dans la conception de ces solutions. Nous pouvons aussi choisir d'être des suiveurs, c'est-à-dire d'attendre que d'autres innovent de manière à préserver quelque part les droits acquis de notre business model actuel. Mais ça a évidemment des conséquences. Si nous menons dans la transition, eh bien, nous mettons l'Europe en position de vendre ces solutions au reste du monde. A contrario, si nous décidons de suivre, eh bien, nous achèterons les solutions que d'autres auront conçues pour nous. Et très franchement, je reprends un slogan qui a eu cours en France lors de la première crise pétrolière. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. L'Europe n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais elle a des ressources humaines considérables. Autrement dit, c'est un enjeu de compétitivité pour l'économie européenne que de prendre des positions de leadership dans la transition. Si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons en situation de devoir dépendre du reste du monde et c'est une dépendance que personne d'entre nous ne peut souhaiter. Et je dirais donc, à titre de conclusion, que si nous voulons être raisonnables, nous devons être audacieux. C'est ce que Pierre Larouturou et Jean Joussel nous proposent d'être et je ne peux évidemment qu'être d'accord avec eux. Voilà, Philippe est très convaincant. Tchetch me disait il est bon, oui, il est bon. Et on va bientôt lancer le débat à Bruxelles. Vous avez vu qu'on a deux grands quotidiens qui sont partenaires aujourd'hui. Ouest France, qui trouve que ce débat est fondamental, et Le Soir de Bruxelles. Et on va sans doute très bientôt organiser un débat assez comparable à celui d'aujourd'hui, plus court, mais à Bruxelles, pour lancer le débat vraiment en Belgique et dans les milieux européens. La parole donc est maintenant à Manuela Carmena. Merci à toi, merci à vous d'être venus. On vous écoute. Comment gagner la bataille? Bueno, buenas tardes a todos.
Je suis été douteuse de parler en français ou parler en espagnol, mais à la fin, je pense que se peut mieux m'exprimer en parlant en español. Bon, buenas tardes a todos. La pregunta es muy bonita y es enormemente motivadora. ¿Cómo ganar la batalla para conseguir un pacto de una buena financiación para mantener la lucha contra la degradación del clima? Y la respuesta para mí es fácil. Yo creo que lo más importante es cada uno, en el marco de nuestras competencias, hacer todo lo que podemos. Los ayuntamientos tenemos competencias para tomar decisiones que son trascendentes. Decía nuestro moderador que en este momento el Ayuntamiento de Madrid, que yo presido, tiene una cualificación profesional curiosa, porque es cierto que las personas y yo misma, que estamos en este momento ostentando el poder municipal, no provenimos de la política tradicional, sino que por toda una serie de circunstancias hemos partido de ser personas que nunca habíamos tenido una actividad política como tal. Yo misma era magistrada durante todos los años de mi vida y estaba ya jubilada cuando me propusieron liderar una candidatura, fundamentalmente de personas muy jóvenes, que tenían una cierta vinculación con el gran movimiento del 15M del 2013 y con otras personas, quizá no tan jóvenes, pero que tampoco habían tenido una vida política, estaban más bien ubicadas en sectores sociales de los distintos movimientos como tales que había en la ciudad, ¿no? Es bueno cuando hablamos de cómo ganar la batalla. Nosotros ganamos la batalla, una batalla que resultó sorprendente, puesto que se llegó a la política de sectores que no estaban, como he dicho antes, vinculados a la política, ¿no? Creo que es una enseñanza interesante para proyectar una nueva manera de gestionar la política, ¿no? Una manera muy práctica y muy vinculada a la realidad social. Nada más comenzar nuestro proceso en el ayuntamiento, tuvimos ocasión de tomar decisiones muy decisivas, como paralizar el tráfico para evitar la contaminación. Nunca se había hecho en Madrid y tomar la decisión de prohibir el tráfico, tomar medidas que no pudiera aparcarse en la propia ciudad de Madrid, como consecuencia de niveles altos de contaminación, causó un gran impacto. Nunca se había hecho, lo hicimos. Ahora puedo decir que después de casi 3 años, la población de Madrid se ha acostumbrado a respetar los índices de contaminación. Y es más, ahora recibimos a veces ciudadanos que nos alertan cuando entienden que la contaminación está subiendo y que nos piden que tomemos más medidas efectivas para evitar efectivamente la generalización del dióxido de nitrógeno y todas las consecuencias de los gases de efecto invernadero. Esto ha hecho que en Madrid hemos establecido lo que se llama el Plan A. Es un Plan A de calidad del aire. Y decimos que es un Plan A porque no puede haber un Plan B, porque la situación en este momento por la que atraviesa el mundo y por la que atraviesa naturalmente nuestra ciudad es que hay que afrontar decisivamente la lucha por el mantenimiento, por evitar el calentamiento, por hacer posible la desaparición del dióxido de nitrógeno y todos los efectos de los gases que causan el efecto invernadero. No hay alternativa, es Plan A, no puede haber Plan B. El Plan A tiene 30 medidas, todas ellas tienen que ver con la necesidad de entender la movilidad desde otra manera. No sé si ustedes conocen Madrid,
Si no lo conocen, no tarden en ir a conocerlo, porque efectivamente es una ciudad muy bella que uno no se puede perder, ¿no? Pero los que ya lo conocen les sorprenderá, porque probablemente a final de este año la gran avenida llamada la Gran Vía va a cambiar, puesto que va a ser casi cuasi peatonal. Ha sido una experiencia muy interesante el convencer que los madrileños tengamos que aceptar que es necesario reducir el tráfico privado, reducir el vehículo privado. Es imprescindible utilizar el transporte público. Madrid es una ciudad con un buen transporte público. Hay que utilizar la bicicleta. Hemos creado muchos carriles nuevos de bicicleta. Y también hay que acostumbrarse a andar. La verdad es que las ciudades europeas tenemos esa enorme suerte de andar. Cuando nosotros hemos puesto estas medidas de hacer zonas de circulación prohibida o restringida, a veces hemos tenido expresiones muy bonitas de los ciudadanos que han dicho: una vez que vamos andando, hemos visto por primera vez cosas que antes no veíamos. Es verdad, andar, aparte de que la mayor parte de doctores lo recomiendan constantemente, da otra capacidad de apoderarse de la ciudad, de ser más protagonista de la ciudad. Entre estas 30 medidas, no les voy a detallar aquí todas, les digo que hay otras muy interesantes encaminadas a conseguir una rehabilitación de las estructuras energéticas de la ciudad. Madrid tiene una construcción antigua donde nos encontramos con muchos edificios que precisan de una rehabilitación energética. Porque, como se hablaba en la mesa anterior, efectivamente existe en muchas ocasiones una pobreza energética porque de una manera incomprensible la energía eléctrica es extraordinariamente cara aún y es difícilmente accesible cuando hay personas que tienen importantes dificultades económicas. Para eso hemos desarrollado un plan que se denomina Plan Madre. Hemos querido emplear el término madre para introducir cada vez más en la cultura política una visión feminista. En muchas ocasiones, yo como jurista he encontrado en las leyes, y estoy segura, lo sé, que es un concepto internacional de la legislación el hablar del padre de familia. En muchas ocasiones se dice, seamos prudentes como lo son los padres de familia. Saben ustedes que ha llegado el ciclo del feminismo. Algunos de ustedes habrán visto la inmensa manifestación que se celebró el día 8 de marzo y la gran trascendencia que tuvo la huelga de mujeres en nuestro país y muy especialmente en la ciudad de Madrid. Por eso hemos querido llamar a este plan el Plan Madre, porque es un plan para la rehabilitación energética de muchísimas ciudades. Junto con estas medidas hemos tomado también las medidas que nos corresponden en el marco de las competencias de intentar la transición hacia los vehículos eléctricos. No solamente contratando compañías que ya tenemos, diríamos, prácticamente todo el arco del vehículo eléctrico. No solamente tenemos autobuses eléctricos, por supuesto, sino que tenemos varias compañías de coches compartidos, tenemos motocicletas compartidas, todas eléctricas, y eso nos obliga a estar buscando constantemente estaciones para la rehabilitación de la energía eléctrica, que permitan que los vehículos puedan recargarse en la manera que sea más rápida y más eficaz. Y para no alargarme más, quiero decirles que dentro de nuestro Plan A comprende naturalmente el abordar el tema de los residuos y hacer posible esa necesaria operación de reciclaje constante que nos tiene que estar teniendo siempre en actitud de vigilancia para hacer posible el que haya esa realimentación energética que lleva a cabo un buen proceso de aportar debidamente el reciclado de todo el material desechable. Y fíjense ustedes que me ha llamado la atención y me ha gustado cuando uno de los
intervinientes de la mesa anterior hacía referencia a las botellas de plástico, ¿no? Yo les aseguro que en el Ayuntamiento de Madrid tenemos jarras de cristal con agua del grifo, porque entendemos que no se puede estar constantemente empleando de una manera irresponsable sustancias que tienen una gran dificultad de reciclaje. Lo mismo sucede con las colillas. Las terribles colillas que tienen una incapacidad o tienen una dificultad extraordinaria de reciclar. Tenemos una grandísima campaña para concienciar a la ciudadanía de que es necesario abordar esa responsabilidad individual para que cada uno, desde su situación, cada uno desde su competencia, pueda tener todo lo que sea preciso para ganar esa batalla, ¿no? Por último, tengo que decir que en el marco de este pacto europeo creo que es indispensable que se empiece a pensar una vinculación directa de las ciudades a la financiación europea. Nosotros nos encontramos que todas estas medidas las tomamos exclusivamente con nuestros propios presupuestos. No tenemos ayuda de financiación alguna europea, no tenemos ayuda alguna externa. Claro que existen todos los procesos de financiación en el marco de la Comunidad Europea, pero son los Estados los que deciden la financiación, el cómo y el por qué. Eso creemos que es una cierta dificultad para la autonomía municipal, que va en perjuicio del desarrollo de las grandes competencias de las ciudades. Cuando hablamos de la Agenda Global de Naciones Unidas, tenemos que ser conscientes que para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible somos las ciudades las que tenemos la mayor parte de las competencias. Sin embargo, las ciudades no tenemos capacidad de financiación directa. Lo dejo sobre la mesa. Quizás sería interesante que en el marco de este pacto de financiación europea pensáramos en la necesidad de crear nuevas estructuras que permitan una vinculación directa de las ciudades. Ustedes saben que las ciudades son el modelo del asentamiento del futuro y por eso quizá es necesario que planteemos unas nuevas formas de financiación directa de ellas, de los grandes fondos en los que se desarrolla la gran unidad y la hermosa unidad que es nuestra Comunidad Europea. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Anne et Tchetch, responsables de deux grandes associations, un mot, quand on nous explique que les Allemands ne veulent pas, vous allez voir la preuve que c'est plus compliqué que ça. Une petite vidéo de aussi un ami qui est bloqué à l'hôpital, enfin c'est comme Jean, il va bientôt sortir, tout va bien, mais c'est Karl Falkenberg, qui est un Allemand, qui a signé le pacte finance-climat et qui était jusqu'à il y a quelques semaines le directeur à la Commission européenne des questions d'énergie et d'environnement, qui avait été nommé il y a quelques années par Merkel. Donc tous ceux qui nous disent que les Allemands globalement ne voudront pas de notre projet se trompent. Et Karl n'a pas pu venir, mais il tenait à nous envoyer cette petite vidéo. Et après ça, c'est à vous la parole, les amis. Bonjour, je ne peux malheureusement pas être parmi vous, ce que je regrette beaucoup, parce que le sujet, le changement climatique, et que faire nécessite une plus grande attention de nous tous. Dans mes travaux à Bruxelles pour réconcilier environnement, les affaires sociales et un développement économique, j'ai passé pas mal de temps sur ces questions et je suis convaincu que l'Europe a un rôle à jouer. Il y a beaucoup plus de compréhension sur ces questions en Europe que dans beaucoup d'autres parties du monde. L'Europe a pris pas mal de décisions déjà. Ce qui importe, c'est que ces décisions soient suivies d'actions concrètes. Et je pense que dans la mise en œuvre, aussi en Europe, nous ne sommes pas à la hauteur du défi. Le défi, c'est que nous devons sortir de toutes les ressources traditionnelles. Le pétrole, dans toutes ses formes, doit être éliminé de notre économie, tout comme le charbon. Nous devons travailler sur du renouvelable. Nous devons essayer de travailler mieux avec les ressources naturelles de cette planète. Pour ce faire, il faudra des cadres
réglementaire. Il faudra une meilleure compréhension de tous les acteurs, consommateurs comme producteurs. Et il faudra se donner des objectifs concrets à court terme. Parce que le climat est en train de changer. Nous perdons de la biodiversité. L'air ambiant dans nos villes tue des milliers d'Européens chaque année. Nous avons des problèmes d'eau et de sol, de terrains fertiles disponibles en Europe. Donc, les défis sont là. La façon dont nous avons réagi jusqu'à présent a augmenté les inégalités sociales et nous amène des résultats électoraux plutôt inquiétants. Donc, je vous souhaite une bonne discussion. Il faudra prendre des orientations fortes et elles devront trouver des investissements. Je pense que le sujet de cette conférence est essentiel. Bonne réussite. Alors la parole est à Anne Bringot. Comment gagner la bataille? Ça fait des années que tu te bats, mais comment est-ce qu'on fait pour accoucher maintenant? Oui, merci de rappeler que ça fait des années que j'essaye de faire quelque chose. Donc Anne Bringot, je travaille pour 2 associations de protection de l'environnement. Le réseau Action Climat qui rassemble les ONG qui travaillent sur la question du climat en France. Les grands réseaux comme WWF, Greenpeace, FNE, FNH, je salue Audrey. Et puis je travaille aussi pour le CLER qui est le réseau pour la transition énergétique qui rassemble des acteurs, collectivités, entreprises, associations qui mettent en œuvre la transition énergétique au quotidien dans les territoires. Pardon, j'ai cru que quelqu'un intervenait. Alors, quelle bataille veut-on gagner? Peut-être avant de voir comment la gagner, juste un petit rappel, parce que vous avez dû en parler pas mal ce matin, mais c'est toujours bien de se remettre les choses en tête. Si on continue à émettre des émissions comme actuellement, c'est 2% de moins de production mondiale des céréales chaque décennie. C'est une baisse de l'accès à l'eau potable dans de nombreux pays. C'est une acidification des océans, donc moins de poissons pour la pêche. C'est également une montée du niveau des eaux qui pourrait forcer à se déplacer des centaines de millions de personnes. On parle bien de centaines de millions de personnes qui soit habitent près des côtes, soit cultivent des terres près des côtes, soit n'auront pas des conditions de vie supportables là où elles habitent. Et donc, si on additionne tout ça, la difficulté d'accès à l'alimentation, la difficulté d'accès à l'eau et l'obligation pour des populations très importantes de se déplacer, ce que nous dit le GIEC, c'est évidemment qu'on va vers des conflits géopolitiques très importants. Et c'est bien de ça dont on parle, c'est comment éviter ce chaos que nous montre justement le GIEC avec tous ces modèles si on continue les émissions comme on le fait actuellement. Et la solution, eh bien le GIEC aussi le dit, c'est d'aller le plus rapidement possible vers un équilibre entre nos émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de ces gaz à effet de serre par les puits carbone, les forêts, l'agriculture, les océans. En France, cet objectif a été traduit par Nicolas Hulot avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, on ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qu'on absorbe. Ce qui est nouveau avec cet objectif, c'est qu'on n'est plus sur des incrémentations, on n'est plus sur des petits changements, on n'est plus sur des véhicules qui vont consommer un petit peu moins. On ne peut plus faire ça, on est obligé de passer à des solutions de rupture. On est obligé de passer à d'autres types de mobilité, par exemple, mobilité électrique, mais on ne pourra pas remplacer non plus 100% des véhicules par des véhicules électriques, donc d'autres types de mobilité, moins de mobilité. On est obligé d'engager également la rénovation des logements. Ça veut dire que 100% des logements devront être extrêmement bien rénovés d'ici à 2050. Donc ce sont des changements importants. Sur l'alimentation aussi, si on veut aller vers la neutralité carbone, c'est diviser par 2 notre consommation de viande, par exemple, puisque les ruminants produisent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre.
Diviser par 2 la consommation de viande, ça peut paraître énorme. En fait, c'est le tendanciel. C'est ce qu'on est en train de faire puisque la consommation de viande baisse en France. Et rappelons que c'est aussi quelque chose qui est plutôt meilleur pour la santé de réduire cette consommation de viande qui actuellement est plutôt trop importante dans les pays riches. Donc voilà l'enjeu face auquel on est confronté. Et donc, que font les politiques par rapport à ces enjeux ? On voyait l'autre jour, je crois que c'est Didi aussi tout à l'heure, je crois que ça a été Audrey parce que ça a frappé, je crois, beaucoup les ONG. Emmanuel Macron qui allait en Chine récemment et qui annonçait un grand leadership sur le climat avec le leader chinois. Et puis le lendemain, il nous annonce avec contentement qu'on va vendre plus d'Airbus et on va vendre du bœuf. Alors peut-être que M. Macron ne sait pas que l'aviation émet des gaz à effet de serre. J'imagine que oui quand même. Peut-être que M. Macron ne sait pas que les ruminants émettent du méthane, puis sont gaz à effet de serre. Quand même un petit doute aussi, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Et on est là face finalement à la contradiction dans laquelle on est quand on est politique. Je cite M. Macron, j'ai rien contre lui, mais pour tous les politiques, on est dans cette contradiction d'un discours très volontariste dans toutes les conférences auxquelles je participe depuis des années, merci de le rappeler Pierre, sur le climat, et finalement des décisions qui répondent à des impératifs économiques de court terme et qui répondent à des attentes d'acteurs économiques dominants qui ne seront pas les acteurs économiques dominants de demain, mais ceux de demain, ils ne sont pas encore là pour dire ce qu'il faudrait faire. Comment on résout cette contradiction ? En France, on a mis en place, avec la loi de transition énergétique, des budgets carbone. On s'est dit que c'était un bon moyen quand même pour essayer du coup de tenir nos objectifs qu'on a bien du mal à tenir. On a des budgets carbone, donc des émissions de gaz à effet de serre qu'on s'est fixées pour chaque année pour bien aller vers l'objectif 2030 et puis les suivants. Premier résultat de ces budgets carbone qui sont sortis récemment pour 2016, on a explosé notre budget carbone. On a dépassé de 3,6% le budget et dans certains secteurs comme le bâtiment, on est à plus 11% et dans la mobilité, on est à plus 6%. Donc on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre comme on se l'est nous-mêmes indiqué, comme les parlementaires l'ont indiqué dans la loi de transition énergétique. Comment on fait pour résoudre ce dilemme entre la science qui nous dit qu'il faut aller encore plus loin avec la neutralité carbone et des politiques qui ont beaucoup de mal à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup de freins? Eh bien, on a encore des possibilités. Prochainement, on a des étapes. On a une loi mobilité qui va arriver. Est-ce que dans cette loi mobilité, alors que la mobilité c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, est-ce qu'on va vraiment s'engager vers des solutions alternatives aux énergies fossiles avec de nouveaux types de mobilité, que ce soit l'électricité ou le biogaz, mais aussi d'autres mobilités comme les transports en commun, comme le vélo qui était vraiment l'oublié de toutes les politiques publiques. Peut-être qu'il y a peu de politiques qui prennent le vélo, mais dès qu'on a mis en place une aide financière au vélo à assistance électrique, on a vu les ventes de vélos à assistance électrique qui explosaient. Dès qu'on met en place des infrastructures pour le vélo, des pistes cyclables, les chiffres le prouvent, les gens prennent plus leur vélo. C'est pas ce qui coûte le plus cher par rapport à des autoroutes, des aéroports, et pourtant, on ne fait pas cet effort d'orienter les financements vers ces infrastructures de transport en commun ou de vélo. Et donc, nous, on attend vraiment dans cette loi mobilité des avancées dans ces domaines-là. Il va y avoir aussi un plan rénovation. Il devait être annoncé demain. Il n'est plus dans les agendas des ministres. Concrètement, si on veut aller vers la neutralité carbone, 100% des logements devront être extrêmement bien isolés en 2050. Et pour ça, étant donné le nombre de millions de logements en France, ce n'est pas en 2049 qu'il faut commencer, c'est dès maintenant. Et en commençant évidemment par les ménages occupés, par les logements habités par les ménages les plus précaires, qui n'ont pas les moyens actuellement de se chauffer correctement et qui sont en situation de privation de chauffage. Donc il faut isoler en priorité les passoires énergétiques et les amener
à la meilleure performance possible, puisqu'on ne veut pas refaire 2 fois les travaux, c'est excessivement lourd et coûteux. Donc on verra dans ce plan de rénovation si on a bien les moyens d'éradiquer les passoires énergétiques. La loi prévoit qu'il n'y a plus de logements avec une étiquette F et G, ces étiquettes que vous voyez dans les agences immobilières d'ici à 2025. Voyons si le plan qui sortira bientôt est sur cette ligne. Sur l'alimentation, de la même manière, les états généraux de l'alimentation, beaucoup de débats sur le partage de la valeur légitime. Est-ce que nous aurons vraiment concrètement des choses pour accompagner les ménages et avoir des mesures pour les cantines, par exemple, pour réduire la consommation de viande? Est-ce que nous aurons aussi des mesures pour réduire l'usage d'engrais azotés? Voilà, autant de marqueurs, et je ne parle pas de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est mon sujet fétiche, mais voilà, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà des marqueurs qui seront très importants dans les semaines et mois à venir. Et sur les finances, puisque c'est aussi le sujet de ce colloque aujourd'hui, je rappelle une étude d'i4C qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur qui donne un panorama des financements pour le climat et qui montre qu'on est très très loin du niveau attendu. Il manque des milliards pour aller vers les objectifs qu'on s'est fixés dans la loi de transition énergétique. Et l'argent public, rappelons-le, il doit aller là où l'investissement privé ne va pas, c'est-à-dire sur la rénovation des logements des ménages précaires, parce que pour certains, ils n'ont pas le premier euro à mettre pour isoler leur logement, et sur les infrastructures de transport alternatives. Sur d'autres domaines, par exemple les énergies renouvelables, ce sont des secteurs où il y a une rentabilité, puisqu'on sait qu'on va vendre l'énergie et que finalement on va avoir un retour sur investissement. Donc l'important n'est pas d'avoir plus d'argent public, mais vraiment de le flécher sur les domaines et les secteurs prioritaires et où on ne trouvera pas cet argent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si au niveau des politiques nationales on a des blocages, même si je garde espoir qu'on y arrive? Eh bien, on m'a donné cette image il n'y a pas très longtemps d'un vol des tourneaux. Un vol des tourneaux, en fait, quand ils se déplacent, vous l'avez dû voir, tous ces oiseaux, c'est rarement par la tête qu'ils se déplacent. C'est un petit bout, un moment qui part, et puis un autre, et puis les autres suivent. Et c'est comme ça que la transition énergétique va avancer, par toutes ces initiatives qui sont prises localement, par des collectivités, on l'a vu avec Madrid, par des collectifs de citoyens, par des entreprises localement, par des agriculteurs, par ces projets où on se met ensemble pour décider entre parents d'élèves de mettre des panneaux solaires sur l'école, par une collectivité qui s'engage à acheter une électricité 100% renouvelable, par une collectivité qui décide aussi de limiter l'accès à sa ville aux véhicules polluants. Par toutes ces actions, on va pouvoir finalement faire émerger des solutions qui vont se généraliser et qui ont plus de chances finalement d'aboutir au niveau national que par des consignes qui viennent d'en haut, même si c'est important de garder ce cap et l'aspect quand même réglementaire et normatif, bien évidemment, au niveau national. Donc moi, je mets beaucoup d'espoir dans ces initiatives locales, avec un collectif, avec des ONG et des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur les énergies renouvelables. Par exemple, on préconise un objectif de 15% des énergies renouvelables entre les mains des citoyens et des collectivités d'ici à 2015. C'est un mouvement qui est en marche en France. De plus en plus de citoyens s'impliquent pour la production d'énergie renouvelable localement, de plus en plus de collectivités qui peuvent le faire maintenant avec la loi de transition énergétique investissent dans des projets de production d'énergie renouvelable, soit sur leur territoire, soit dans les territoires alentours. C'est un moyen de créer de la valeur dans les territoires, de créer de l'emploi. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois créés, soit avec la rénovation des logements, soit avec les énergies renouvelables. Donc ce sont vraiment des secteurs extrêmement porteurs, créateurs d'espoir et qui vont pouvoir redonner en fait une dynamique dans des territoires qui sont parfois un petit peu enclavés ou qui ne voient pas d'opportunités de développement d'activités et de rentrée financière. Donc voilà des objectifs en tout cas qu'on espère très concrets et qui peuvent ramener effectivement de l'espoir dans les territoires. Tchétch Echeverry d'Alternativa. Busy. Bien.
Bonjour à tout le monde. Donc je viens de Bayonne, en Pays Basque. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle BICI, Vivre en langue basque. C'est un mouvement local qui travaille sur les questions d'urgence climatique, de justice sociale depuis 2009. C'est nous qui avions lancé en 2013 Alternativa à Bayonne, donc, et après ça s'est étendu un peu partout, jusqu'au Sénégal et à Haïti. Et on va refaire en octobre 2018 une nouvelle édition de Alternativa Bayonne, organisée par plus de 1000 bénévoles, où on attend 30 000 personnes et dont on espère qu'il aura le même effet déclencheur, impulseur que l'Alternativa de 2013, et notamment autour de la logique d'enclencher la transition au niveau des territoires. Au niveau, justement, la bataille du climat, ça a été dit un peu aujourd'hui, elle va se gagner évidemment à l'échelle planétaire, mais à l'échelle de chaque territoire. Au niveau des territoires, il y a 50 à 80% des leviers d'action contre le changement climatique. Au Pays Basque, en 2015, BICI, on avait réalisé, sous la conduite d'un ingénieur spécialisé dans ces questions, une étude pour savoir combien d'emplois créerait une politique climatique ambitieuse au niveau local, donc en étudiant vraiment les spécificités locales. Par exemple, chez nous, dans ce petit Pays Basque Nord de 300 000 habitants à peine, il y a très peu de possibilités pour développer l'éolien, par exemple. Et donc, cette étude avait essayé d'étudier poste par poste, etc., c'est-à-dire dans l'évolution vers une agriculture et une pêche soutenable, les mobilités soutenables, la réhabilitation énergétique des bâtiments, tout ce qui était une autre gestion, une réduction des déchets, le recyclage, la réutilisation, etc., et évidemment la production d'énergie renouvelable. Et cette étude a montré qu'on pouvait créer plus de 10 000 emplois. Et il faut savoir que sur notre territoire, pour donner un ordre de grandeur, il y a 15 800 demandeurs d'emploi de catégorie A. Donc on comprend là l'enjeu. Et cette étude, en fait, elle dessinait une politique, ce que pourrait être une politique climatique à l'échelle d'un territoire. Et avec donc cette création d'emplois non délocalisables, et avec beaucoup d'autres choses à la clé que nos territoires ont à gagner, évidemment un environnement et une biodiversité préservée, un air, une eau, une alimentation bien plus saine, donc une santé publique évidemment avec des économies là aussi, et puis évidemment un mieux vivre et une qualité de vie en général, du lien social, etc. Donc il y a un vrai enjeu dans les politiques territoriales et pas du tout dans une logique de repli sur soi, au contraire en s'inscrivant dans ce que Pierre Radan qualifiait à l'époque de première question à solidarité planétaire obligatoire, le climat. Évidemment, le climat, même si on est ultra vertueux dans notre petit territoire, eh bien, on aura quand même perdu la bataille si les autres territoires s'y mettent pas aussi, parce que la bataille se joue, se gagne, se perd à l'échelle mondiale. La bataille du climat, celle qui définit les conditions de vie qu'on va avoir dans les années à venir, compte déjà un certain nombre de peuples de la planète aujourd'hui. Et autour de cette question de climat, il y a aussi la question de la paix, parce qu'on ne peut pas s'imaginer évidemment une paix dans ce monde s'il y a demain des pénuries massives d'eau potable à l'échelle de continent entier, une chute massive de la production agricole, des centaines de millions, comme l'a rappelé Anne, de personnes qui devront fuir des territoires devenus inhabitables par la montée des océans, par les événements climatiques, etc. Bien. Donc un enjeu essentiel. Du coup, par rapport à cet enjeu essentiel, dans lequel vraiment on a tous beaucoup à gagner, on a besoin d'un projet clair, ambitieux, c'est-à-dire pas quelques gestes, pas une politique à la marge. Il faut pas, si vous entendez parler de quelques milliards pour la transition énergétique, c'est que c'est des gens qui vous en fument. C'est pas de ça dont il est question. Donc là, effectivement, ce pacte finance-climat, il donne la vraie mesure du problème. C'est-à-dire qu'il a cet avantage, cette pédagogie de dire, voilà, c'est ça la dimension. Aujourd'hui, si on est sérieux en parlant du climat, il faut se donner vraiment les moyens.
Et également, il donne la mesure de son urgence, c'est-à-dire ce calendrier resserré dans lequel il s'inscrit, c'est aussi celui de l'urgence. On a quelques années aujourd'hui pour éviter un certain nombre de seuils et du coup, c'est aujourd'hui qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, un pacte hybride avec la mise au service de la transition énergétique, de la création monétaire européenne, avec la taxe Tobin, avec une contribution climat-énergie européenne, avec également cet impôt européen sur les bénéfices. Là, il y a effectivement de quoi être à la hauteur des 1100 milliards d'euros que chiffrait la Cour des comptes européenne en matière de transition énergétique. Et comme le disait Pascal Canfin tout à l'heure, pas pour être là, venir en plus et que le reste continue comme avant. Non, évidemment, ça veut dire qu'il faut désinvestir de tout ce qui est en train de causer le changement climatique. Donc, au niveau des subventions publiques, au niveau des financements privés, des financements des banques, il faut un changement radical qui accompagne cela. Et dans ces 1100 milliards, j'insiste, il va y avoir une autre question qui sera importante, c'est quoi financer et comment. Quoi financer, parce que ça m'inquiétait quand même, c'est le détail des chiffres de la Cour des comptes européenne. Quand j'entendais 1100 milliards par an et puis 736 milliards pour les transports. Mais du coup, waouh, les transports qui sont à peu près 26% des gaz à effet de serre à l'échelle européenne, je crois. Du coup, qu'est-ce que ça signifie et quels seront les moyens? Par exemple, j'entendais pas dans les chiffres indiqués le passage de l'agriculture industrielle à une agriculture paysanne et durable. Évidemment, ça va avoir un coût, cette conversion-là. Et je parle d'agriculture paysanne et durable, pas d'agriculture raisonnée. Hein. Et il va y avoir beaucoup d'autres choses à prendre en charge. Et du coup, pourquoi mettre ce paquet énorme sur les transports? Je me disais, quand j'écoutais ça, est-ce que ça veut dire qu'ils ont en tête de, en fait, transformer le parc automobile actuel en parc automobile avec des autos électriques, des autos un peu plus sobres? Mais si c'est ça, c'est mal comprendre le problème. Et Pauline, ce matin, à l'instant, ont bien expliqué ça. Il ne s'agit pas, par exemple, en France, d'avoir demain 32 millions de voitures électriques à la place des voitures à essence. Ça serait un modèle tout aussi insoutenable. Ça pose 10 000 questions, ça a été étudié, l'énergie grise, d'où proviendrait cette électricité et évidemment tout le modèle de société qui va avec le tout voiture. Non, ce qu'il est aujourd'hui question, c'est effectivement de relocaliser les productions, donc d'avoir moins besoin de transport de marchandises, de repenser l'aménagement du territoire, donc de diminuer les déplacements nécessaires au quotidien. C'est également de développer les transports collectifs, les transports doux. C'est de développer en lieu et place du fret routier et le fret SNCF et le fret maritime et fluvial, et on n'en prend pas du tout le chemin malgré tous les objectifs du Grenelle de l'environnement à l'époque. C'est donc ce qu'il faut concrètement, c'est changer nos modes de production, de consommation, de transport et d'aménagement du territoire. Et ce n'est pas peindre envers le système actuel et encore moins financer les fausses solutions ou jouer aux apprentis sorciers avec la géo-ingénierie. Donc on est dans une situation d'urgence. On a gaspillé beaucoup de temps. On aurait dû effectivement enclencher la transition il y a très longtemps, il y a des décennies, quand le GIEC né il y a 30 ans, sonnait déjà l'alerte. On a perdu tout ce temps et maintenant on en a très peu devant nous et donc on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas se rendre compte, se payer le luxe de se rendre compte dans 10 ans qu'on a pris une mauvaise voie. Il faut prendre la bonne voie aujourd'hui. La bonne voie, elle se définit dans un triptyque simple qu'a popularisé le scénario Negawatt, c'est sobriété, c'est-à-dire en premier lieu économiser l'énergie, en second lieu etficience et en dernier lieu seulement développer des énergies renouvelables pour assurer les besoins énergétiques qui resteront. Du coup, tout ça, évidemment, accompagné d'une politique volontariste de partage du travail et des richesses. Le partage du travail cher à la Roux qu'il a défendu depuis des années et des années. Également la lutte contre les paradis fiscaux, cher à Christophe Lamberts. Parce que c'est là qu'est une partie de l'argent pour la transition énergétique également, et c'est également une levée des freins aux alternatives, parce qu'on va financer des choses, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, comme ça a été expliqué, mais le problème, c'est qu'elles se heurtent à un
paquet de freins et d'obstacles incroyables au quotidien. Les délais pour arriver à aboutir à une éolienne et du coup qui décourage tout projet citoyen de développement des éoliennes. Je vous parle d'expériences très concrètes au niveau de chez nous. Les ABF, Architectes des Bâtiments de France, qui bloquent mais la moitié des projets d'isolation de bâtiments, de développement de panneaux photovoltaïques sur les toitures, c'est-à-dire préférant une vision muséifiée de nos sociétés au détriment de la survie même de l'humanité. C'est la DTM qui freine le développement du micro-hydraulique et c'est également, et j'espère que je pourrai le dire à Nicolas Hulot, le ministre d'État, qui est une personne vraiment que j'estime beaucoup, et c'est également des freins que met le gouvernement et les gouvernements en général à un certain nombre d'expérimentations et d'alternatives et de démarches de transition. Aujourd'hui, par exemple, en Pays Basque, il y a une monnaie locale écologique et solidaire qui fonctionne vraiment bien. Elle est en passe de devenir la première monnaie locale d'Europe. C'est un vrai outil de relocalisation et de transition écologique. Et la mairie de Bayonne, récemment, a pris une délibération, c'est la première en France, pour commencer à payer des factures, des subventions et les indemnités de ses propres élus en monnaie locale. Et ça, ça veut dire qu'elle met en œuvre, elle ouvre un levier potentiel de relocalisation et de transition très important. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des mairies à Nantes, à Lille, à Grenoble qui regardent cette affaire de près. Et bien, le préfet a mis la délibération au tribunal administratif, veut pas qu'une mairie puisse, donc une collectivité locale, département, région, puissent payer en monnaie locale, alors même que la loi Hamon en 2015 a reconnu les monnaies locales au niveau des titres de paiement officiels. Donc ça, c'est le style de frein qu'on a quotidiennement par rapport à cette démarche de transition. Qu'il va falloir lever, il va falloir les financements et il va falloir effectivement enlever toutes ces inerties, on parlait tout à l'heure de conservatisme, qui empêchent le monde de demain qui est aujourd'hui, qui apparaît partout, mais de changer d'échelle. Du coup, pour résumer, pour moi, ce pacte finance-climat qui a été expliqué aujourd'hui, c'est un projet à la mesure du défi, c'est un projet clair, c'est un calendrier resserré qui répond vraiment à l'urgence de la lutte contre le changement climatique. C'est un projet qui, d'après moi, a une dimension donc évidente européenne, mais qui a une déclinaison au niveau de chaque territoire. Le fait que chaque territoire sache que pour ses politiques climatiques territoriales, elles puissent compter pendant 20 ans sur des financements pérennes et du coup là, effectivement, rentrer dans une logique de développement. Cette politique dont je vous ai parlé des 10 000 emplois, évidemment, ça demande un financement, comme tous les autres créations d'emplois d'ailleurs. Et du coup, cela, ça ne va pas nous tomber du ciel, il va falloir se mobiliser pour l'avoir. Parce que si les projets doivent être à la hauteur du défi climatique, la mobilisation également, et notamment la mobilisation citoyenne, doit être à la hauteur de ce défi. Pauline nous parlait ce matin du Tour Alternativa, cette opération qui va consister donc à faire tout un travail donc sur la base d'un tour dans des vélos 3 places et 4 places, d'un travail de conférence, de rencontre avec les élus, avec les associations dans plus de 200 territoires pendant 4 mois. Ce tour qui va partir le 9 juin de Paris et qui va arriver le 6 octobre à Bayonne dans le cadre de cette alternative à Bayonne dont je vous parlais. Il va traverser 5 États européens, parcourir 5800 km, rencontrer des dizaines, des centaines de milliers de personnes. C'est ça le niveau de mobilisation dont on a besoin aujourd'hui. Et par rapport au pacte, le pacte, eh bien, il va falloir qu'on développe une logique d'aller interpeller d'abord tous les europarlementaires actuels, ceux qui vont se présenter aux élections de 2019, mais également aller voir chaque commune, village, ville, intercommunalité et demander dès maintenant de positionner des motions de soutien à ce pacte, de demander depuis la base qu'on prenne au sérieux cette revendication. En tout cas, il va falloir multiplier ces choses-là pour que effectivement ce projet devienne réalité. Je finirai
finirai par deux citations. L'une justement qui est utilisée en permanence par Alternativa parce que c'est un mouvement qui s'est étendu un peu partout à partir d'une initiative locale. Et il y a une citation de Mark Twain qui reprennent souvent, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et l'autre que je sais cher à Pierre ici, qui est une citation d'Edgar Morin, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui nous sauve ». Merci Tchetch. Avant que Anne Essel prenne la parole, je voudrais dire comment la semaine dernière, ça rebondit sur ton idée, la semaine dernière j'étais à La Réunion, c'était émouvant de voir que malgré un cyclone, j'ai vu ce qu'était de près le dérèglement climatique, l'île était paralysée par un cyclone, la salle était archi pleine et il y avait au premier rang aussi bien l'évêque de La Réunion que le président du Parti communiste réunionnais, et l'évêque et le Parti communiste ont pris position publiquement pour le pacte finance, et le maire de Saint-Denis a dit qu'il voulait faire un référendum citoyen à Saint-Denis. Quand il dit qu'il faut que les collectivités s'engagent, et bien devant 600 personnes qui l'ont applaudi, le maire de Saint-Denis a dit c'est très bien ce qu'on fait au niveau européen, il faut le faire, mais nous à Saint-Denis, on va faire un référendum citoyen, peut-être qu'on le fera à Madrid dans quelques mois, pour dire que nous voulons que ça accélère, que les citoyens veulent s'impliquer là-dessus. Donc je crois effectivement, tu dis que j'aime bien effectivement Edgar Morin, ce qu'il dit sur le fait qu'on c'est quand on voit le précipice parfois qu'on se bouge. Et avant de laisser la parole à Anne, je rappellerai moi mon dernier, certains nous disent mais on est trop optimiste, il n'y a que 18 mois là, avant que les chefs d'État concluent, la décision doit être prise en décembre ou au plus tard en avril pour l'avenir de l'Europe. Je cite souvent mon dernier cours d'histoire à Sciences Po, j'étais en avril 89 et le meilleur spécialiste de l'Allemagne en avril 89 nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et ça ne se discutait pas, c'était le meilleur spécialiste de l'Allemagne et pendant 3 heures il nous expliquait que de notre vivant on ne verrait pas la fin du mur de Berlin. Et 6 mois plus tard le mur de Berlin est tombé, mais ce ne sont pas des grands chefs de diplomates qui l'ont décidé, ce sont des citoyens comme vous et moi, des gens qui n'avaient jamais fait de politique, qui étaient juges, qui étaient Václav Havel, son truc c'était de faire du théâtre et de boire un coup avec les copains, et parce que des gens qui ne faisaient pas de la politique d'habitude se sont mis en mouvement, un truc énorme s'est fait en quelques mois, le mur de Berlin est tombé. Donc je crois que c'est vraiment à nous de décider, est-ce qu'on continue à aller vers le chaos, est-ce qu'on est comme des lapins qui voient le camion arriver, le FMI nous dit tous les mois qu'on aura la crise financière, le GIEC nous dit qu'on va aller vers le chaos, ce que disait Pauline, on le sait. On sait qu'on va vers le chaos, on sait qu'on pourrait l'éviter, mais on est comme des lapins qui regardent le camion et qui se disent « Ah oui, je vais me faire écraser, voilà ». Donc voilà, si on est là, c'est qu'on mise sur l'intelligence humaine, on mise sur la fraternité et on pense qu'il n'est pas trop tard pour faire bouger les choses. Et on va s'organiser sur tous nos territoires, en France, en Belgique, en Espagne et ailleurs, pour gagner cette bataille avec tous les citoyens qui le voudront. Je laisse maintenant la parole à Anne Essel. À toi, Anne, 5 minutes, puis Miguel Moratinos. On attend de savoir quand est-ce que Nicolas Hulot arrive, donc on attend. À toi, Anne. Bonjour à tous. Je voudrais commencer en remerciant à nouveau, pas seulement Pierre Larouturou, pas seulement Jean Jouzel, et encore, ces deux-là en tout premier, mais l'ensemble de l'association qui a permis cette élaboration du pacte finance-climat, car on vient d'assister quand même à une journée fantastique, j'espère que vous en êtes tous convaincus, avec intervention de personnalités multiples qui toutes avaient compris l'urgence de la réponse au réchauffement climatique, cette urgence qui n'est peut-être pas si évidente pour nos concitoyens et sur laquelle il faut absolument apporter une réponse, et ils en ont apporté plusieurs, et dont des solutions qui paraissent tout à fait abordable et efficace. Donc pour cette journée déjà, un grand merci. Voilà. Mais comme Pierre vous l'a annoncé, je suis aussi la fille de Stéphane Hessel. Alors là, je n'ai aucun mérite à cela, mais j'ai beaucoup appris de lui, et d'ailleurs, je pense vous aussi. Vous avez appris que s'il a toujours pensé que l'indignation est un moteur puissant pour trouver la force de s'engager, il n'a jamais cru qu'elle était suffisante. C'est seulement le moteur pour aller rechercher des solutions simples et réalistes pour chaque problème rencontré. Le moteur pour trouver le moyen de rendre ces solutions opérantes.
le moteur pour agir et pour convaincre, et le moteur pour militer, pour obliger et pour réussir. Et négocier encore, toujours, obstinément, sans jamais perdre de vue que chaque homme pèse du même poids sur cette terre qui est la nôtre. Le temps de l'indignation est passé. C'est celui de l'engagement qui est maintenant nécessaire. Le temps du constat est derrière nous. Aujourd'hui, nous devons proposer, dans l'urgence et dans la nécessité. Ce combat est politique. C'est donc un combat pacifique, un combat de conviction qui ne nécessite que notre engagement lucide et obstiné. Et si cette crise climatique était une chance pour l'humanité? C'est en effet la première fois qu'un défi majeur est proposé à l'humanité tout entière, relever le gant ou mourir. Et pour relever ce défi, il nous faut radicalement changer notre manière d'être ensemble. Nos solidarités doivent s'exprimer, et ça a été longuement démontré ici, à tous les niveaux, de notre groupe de citoyens à l'universel, de notre région à notre continent. Tous les humains sont concernés. Et l'Europe, eh bien l'Europe a un rôle tout à fait particulier à jouer. C'est un vaste territoire, riche, puissant, ayant, même avec des limites, une pratique déjà ancienne de la démocratie. Elle peut initier ce mouvement de transformation, alliant l'économie d'énergie, la transition écologique et le mieux vivre ensemble. Les expériences positives sont toujours contagieuses. Commençons dès maintenant. Nous obtiendrons ce traité européen qui fera prévaloir l'intérêt politique de l'humanité sur l'intérêt financier des banques et qui contraindra l'économie à se mettre au service de la préservation d'une terre habitable. Nous l'obtiendrons parce que nous avons raison, parce que la situation est scandaleusement grave, parce que la solution est scandaleusement simple, parce que l'urgence est mieux reconnue et que personne ne peut prétendre le contraire. Alors, comme je suis aussi quand même toujours la fille de Stéphane Hessel, vous allez avoir droit à un petit poème. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi un petit texte de Francis Ponge qui s'appelle « Les plaisirs de la porte ». Il est court. Les rois ne touchent pas aux portes. Ils ne connaissent pas ce bonheur. Pousser devant soi, avec douceur ou rudesse, l'un de ces grands panneaux familiers, se retourner vers lui pour le remettre en place, tenir dans ses bras une porte. Le bonheur d'empoigner au ventre par son nœud de porcelaine l'un de ces hauts obstacles d'une pièce. Ce corps à corps rapide par lequel un instant la marche retenue, l'œil s'ouvre et le corps tout entier s'accommode à son nouvel appartement. D'une main amicale, il la retient encore avant de la repousser décidément et sans clore, ce dont le déclic du ressort, puissant mais bien huilé, agréablement l'assure. Alors j'en profite, je vous souhaite beaucoup de portes à ouvrir, celle de la raison, celle de l'efficacité, du respect, de la solidarité. Je vous souhaite aussi beaucoup de portes à refermer derrière soi, celle de l'égoïsme, de la colère, de l'ignorance, de la passivité. Et je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme, de persévérance et de réussite. Merci.
Merci Anne, mais tu aurais pu dire je nous souhaite, parce que je crois que tu es du combat, donc ça m'étonnerait que tu te mettes immédiatement en repos. Voilà, donc merci beaucoup. Maintenant, la parole est à Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, ancien numéro 2 du gouvernement espagnol. Merci Miguel. Bonsoir et merci beaucoup. Merci Anne pour ton poème, pour ton engagement, ta conviction. Merci à vous tous pour cette journée inoubliable, comme a dit Anne. Quand mon ami Pierre Larotouroux m'a demandé de prendre la responsabilité de partager avec vous quelques conclusions, j'ai tenu fort dans ma pensée pour apporter modestement aussi ma lutte personnelle, ma lutte politique, pour arriver à faire réalité, pas un rêve, pas une utopie, mais un pacte finance-climat qui va être, mes chers amis, absolument sûr, une réalité. Donc, merci Pierre, merci à Jean pour nous avoir convoqués pendant toute une journée ici à l'UNESCO pour faire de ce que normalement on appelle une utopie, une simple réalité vulgaire dans quelques années. On se rappellera que ce n'était pas impossible, ça va être réel et ça va être réel très prochainement. Merci. Alors on ne peut pas renier de ses origines. Moi j'ai une origine diplomatique. Maintenant je suis un politique. Mais les diplomates, on aime surtout ici à l'UNESCO faire des conclusions. On n'est pas mal dans les conclusions, on est très mauvais dans les négociations peut-être, mais on est bon dans les conclusions. Et dans les conclusions, on aime utiliser quelquefois nos origines de décalogue. Alors j'ai essayé, en vous écoutant, et je crois qu'on est tous ressortis enrichis pendant cette débat, pendant cette journée, 10 points que j'espère, Pierre, et vous tous, vous porterez à leur façon, à votre manière, pour défendre ce pacte climat-finance. Le premier point, c'est l'urgence. Tout le monde a coïncidé. Quelques-uns nous disent que c'est trop tard. Moi, comme quelqu'un qui aime réussir, si on me dit que c'est trop tard, c'est qu'on a échoué. Et on n'a pas échoué. Ce n'est pas trop tard. On sait que c'est trop tard. Parce que nos amis qui sont à côté de nous, la GIEC va nous dire qu'on arrive trop tard. Mais si on veut arriver, il faut se mobiliser et s'engager immédiatement. Urgence, action fondamentale. La différence maintenant, pour ces hommes politiques, que Audrey a critiqué, ça manque de volonté politique, je reviendrai sur ça, c'est qu'au XVIIIe siècle, les experts, les scientifiques, les géographes, les ingénieurs montraient aux souverains, au roi, ce qu'il fallait faire. Et le roi, les souverains, lisaient quelquefois et mettaient dans un tiroir, ou s'il y avait un souverain illustré, il appliquait. Aujourd'hui, mes chers hommes politiques, il ne peut pas se cacher dans l'ignorance, parce qu'ils savent que le peuple sait. Ils savent que l'opinion publique est informée. Ils savent que les scientifiques connaissent. Ils savent que les diapositives qu'on a vues, les graphiques de cette urgence pour mobiliser, c'est une réalité. Il ne peut pas se cacher dans l'ignorance. Ça sera notre génération et les générations futures qu'on doit parler plus souvent, qui vont mettre à nos hommes politiques, à nous-mêmes, dans cet embarras. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'engagement politique. Je crois que c'est vrai, il faut de la volonté politique, mais un constat positif aujourd'hui, c'est que tous les hommes politiques, bon, ils ont signé la COP21. C'est pas vous ni moi, on était derrière. Mais la signature de 193 pays,
c'est les hommes politiques, les dirigeants politiques. C'est-à-dire qu'il y a un engagement politique. Mais comment on fait que cet engagement politique se traduit en réalité politique? Et c'est là où Audrey avait raison. Comment on fait que les dirigeants, les chefs d'État, le gouvernement, finalement, prennent des décisions, font le tri avec des moments difficiles. En politique, il faut prendre des priorités. Et le ministre Hulot est bien connaisseur de ça. Il faut savoir quel est le choix à faire. Et c'est toujours difficile de faire le choix. Mais on doit faire le choix. Et là, c'est dans ce sens qu'on doit mobiliser. Parce que finalement, on vit moins en Europe dans des sociétés démocratiques. On critique beaucoup de gens politiques. Moi, je prends ceux qui m'appartiennent. Mais Manuela Carmela, bon, elle n'était pas politique, mais maintenant elle est politique. Elle prend le soin. C'est-à-dire quand on a des élections locales, nationales, européennes, mes chers amis, il faut les gagner. Il faut les gagner. Il faut se mobiliser. Il ne faut pas qu'il y ait seulement 30% d'Européens qui votent au Parlement européen. Il faut les gagner. Et il faut les gagner dans le sens où nous, tous ceux qui sont là, sont vraiment mobilisés pour faire une société meilleure. Je ne veux pas entrer dans les luttes idéologiques. Bon, moi, j'ai ma famille idéologique, je la défends et je veux continuer à la défendre. Mais quand même, il ne faut pas tout le temps refouler la responsabilité aux politiques. Évidemment, sont les premiers à être responsables. Mais pourquoi on a réussi à la COP21? Parce qu'il y a une mobilisation de tous les acteurs. Il y a une mobilisation de la société civile, il y a une mobilisation des médias, il y a une mobilisation du secteur privé, il y a une mobilisation de la diplomatie. Les diplomates ont su faire les négociations de paragraphes. Mais tous ensemble, on a réussi à faire un succès de Paris. C'est pour cela qu'il faut évidemment exiger la responsabilité aux politiques, mais en même temps, nous, comme citoyens, nous mobiliser. Troisième question, on l'a dit à plusieurs reprises, vient de le dire notre ami basque. On ne peut pas croire que même si on est tous motivés, on est tous engagés, le fruit va tomber comme ça, il y a un automatisme. Oui, on va arriver à ce pacte finance-climat parce que c'est normal. Non, non. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de pacte climat-finance. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser davantage. Il n'y a pas d'automatisme dans notre vision. On a quelques-unes des visions très claires, mais on n'a pas un automatisme naturel. Il faut, dans ce sens, lutter et travailler pour cela. Quatrièmement, il faut, Pierre l'a dit au début de l'introduction, il faut une éthique. Oui, mes chers amis, moi j'aime de temps en temps parler d'éthique, des valeurs. Ce n'est pas toujours à la mode maintenant. Mais dans notre mission, dans notre lutte, dans notre engagement, il faut avoir une éthique. Et une éthique qui nous mène à une culture d'une nouvelle société. Et cette culture nous demande à une certaine éducation. Et là, ici, l'a dit Mme Audrey Azoulay, il faut que la culture, l'éducation et la science travaillent ensemble. Parce que c'est la seule façon où on peut changer la façon de réfléchir des uns et des autres. Cinquièmement, transition énergétique. Oui, c'est le grand élément fondamental pour arriver à bon terme dans notre projet. On a parlé d'efficience énergétique, on a parlé évidemment de plusieurs mix énergétiques, mais finalement, la réponse générale, claire, l'alternative, c'est les énergies renouvelables. Ça a été démontré et prouvé d'une façon très claire. Il y a finalement la présentation, point 6, du pacte finance-climat présenté par Pierre Larrouturou ce matin. Pourquoi ce pacte? Il a démontré les raisons, il a démontré la possibilité, il a démontré que finalement 1 100 milliards d'euros, ce n'est pas un chiffre folle, inacceptable à pouvoir réussir. Il a démontré la façon de
mobiliser les plusieurs secteurs, que ce soit la Banque centrale européenne, que ce soit la Banque européenne d'investissement, je reviendrai sur ça, que ce soit les green bonds, qu'on puisse mobiliser les sociétés à trouver le gouvernement, à trouver ce pacte finance-climat. Et dans ce sens, je crois que finalement, 1100 milliards, si on compare avec les sommes et les moments, rendez-vous historiques financiers que l'Europe a dû faire face, ce n'est pas quelque chose de difficile à atteindre. Septièmement, c'était le gros du débat. Quel genre de finance? Je ne veux pas reprendre cette phrase, je ne suis pas ennemi de la finance. Non, mais Anne Essel a dit, oui, la finance c'est bien, et le monseigneur du Vatican nous a dit, il nous a expliqué l'origine latine du mot finance. Bon, c'est pour arriver à des objectifs. Et c'est pour retrouver le sens et la place de la finance. Mais oui, la finance peut être aujourd'hui, paradoxalement, notre allié. Vous avez écouté la table ronde des économistes, des financiers. Elle était assez curieuse, non? Un peu contradictoire. Tout d'un coup, je me rappelle, il y a 3 ans, 4 ans, parler de green economy, de l'économie verte, de financement, changement climatique, durabilité, mais les hommes d'entreprise n'étaient pas tout à fait à l'aise. Et les financiers, encore moins. Et là maintenant, par une sorte de magie, ils ont adopté le pacte finance-climat. Tant mieux. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas d'autre alternative. Ils ont vu qu'il y a de la finance dans le pacte finance-climat. Ils ont vu qu'il y a des possibilités financières et de pouvoir continuer évidemment à produire des bénéfices dans les résultats de chaque trimestre. Mais tant mieux si ça va dans notre direction. Alors faisons de cette force que par un certain changement psychologique, on est arrivé à convaincre les grandes compagnies de fonds d'investissement qui maintenant sont prêts. Il y a eu 2 écoles de pensée qu'on a écoutées, à mon avis. Une école pragmatique. Les financiers sont toujours pragmatiques. Les hommes politiques, on est mauvais, Audrey, mais de temps en temps, on a des idées. On a quelques mouvements qui nous font rêver davantage. Et le pragmatisme, il dit non, la Banque centrale européenne ne va pas changer. Bon, Pierre nous a démontré à plusieurs moments que la Banque centrale européenne peut changer. Mais il y avait une école, non, faisons des choses pragmatiques, comme ils disent, peu à peu. Faisons quelques modifications à la Banque européenne d'investissement. Faisons une réforme de marché, de quotas de carbone. Donnons des garanties publiques aux investissements. C'est bien. Et il faut le prendre. Mais moi, je ajouterais qu'il faut faire plus. Parce que si on reste avec une approche modeste, pragmatique, je connais la politique. Quand vous demandez les premières fois que vous avez arrivé à atteindre un objectif, après 3 à 4 ans, la bureaucratie, l'inertie, l'incapacité vous fait reculer. Alors, soyons ambitieux dans notre demande. Soyons ambitieux à demander quelle sorte de financement a besoin le pacte pour réussir. Et je crois que ce qu'a proposé Pierre, de changer la Banque européenne d'investissement en une Banque européenne de développement durable, c'est la réponse immédiate nécessaire pour réussir. 8e question, c'est notre chère Europe. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Macron, a été très clair. Il a dit que c'est une opportunité pour l'Europe. On le dit souvent, et c'est vrai. C'est l'opportunité de montrer la puissance politique de l'Europe vis-à-vis de l'attitude de l'autre côté de l'Atlantique, vis-à-vis de l'attitude de l'administration Trump. L'Union européenne, pour une fois, peut s'engager à faire de ce pacte une réalité. Mais ce n'est pas seulement d'être le leader
dans la lutte du changement climatique, ça va un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Pourquoi il y a ce déchantement des Européens, des citoyens? Pourquoi les gens ne sont pas contents avec l'Europe? Pourquoi ce populisme? Parce qu'il n'y a pas de narrative nouvelle. Les pères fondateurs avaient une vision, une stratégie. Maintenant, on est arrivé à un moment d'une nouvelle étape. Et j'espère que le président Emmanuel Macron et la chancelière Merkel, quand ils vont faire de nouvelles propositions, ils vont faire des propositions, on le dit, on étudie, de l'Europe de la défense. C'est bien, on aura nos propres moyens. Et vous avez écouté que maintenant, nos Américains nous disent qu'il faut augmenter de 2% notre budget militaire au sein de l'OTAN. 2%. Et tout le monde, les ministres de la Défense, ils disent oui, il faut le faire. Mais pour le changement climatique, on ne pourra pas augmenter, on ne pourra pas trouver ce 5% de bénéfices, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. 2% pour les militaires, pour protéger les Européens, oui, la sécurité occidentale. Et qui va protéger notre terre? Qui va protéger? Combien on n'est pas prêt à payer pour protéger notre terre, notre planète? C'est ça qu'il faut demander à cette nouvelle Europe. Il faut une Europe de la défense, il faut un marché élargi dans le digital et il faut introduire comme pilier fondamental ce pacte. Et mon cher Pierre, l'histoire de l'Union européenne, de père fondateur, a été faite, bon, le traité de Rome, il y a des conclusions, il y a le traité, pourquoi pas on inscrit maintenant dans la nouvelle terminologie européenne, quand on va commencer à discuter la nouvelle Europe, de ce pacte. Les Européens n'ont signé aucun pacte. Le temps est venu de signer ce pacte. Mieux qu'un traité. Ça serait un traité. Mais le titre, c'est le pacte. C'est le pacte entre les citoyens européens, climat, finance. C'est ça qui doit être notre moteur pour le futur. Huitième élément, neuvième élément, c'est nos chers voisins. Il y a eu seulement un représentant de l'Afrique, le ministre de prospective du Togo. Et il y a eu le représentant du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Et oui, nous, Européens, on doit s'engager pour ce pacte européen, mais on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une solidarité avec ceux qui partagent notre avenir. Il y a une verticale Afrique, Méditerranée, Europe qu'on doit construire. Et cette verticale se fait par le déséquilibre démographique, se fait par la nécessité de, comme disait Denis McShane, que si on n'exporte pas de tomates, on exporte des hommes et des terroristes, et qu'il faut évidemment regarder la réalité devant nous. Et cet engagement vis-à-vis l'Afrique, la Méditerranée, doit être aussi un élément de conclusion de notre journée. Et finalement, je termine con le décalogue, les alliances. C'est nous, mes chers amis. Le monde est complexe, est incertain. Et on est habitué à que les chefs d'État et de gouvernement résoudent tous les problèmes, que les hommes politiques voudraient résoudre tous les problèmes. Non, on ne peut pas résoudre tous les problèmes nous seuls. Non, on ne peut pas. Il faut des alliances. Il faut des alliances locales, comme Manuela Carmela, qu'elle réclame avec toute légitimité. Pourquoi ce n'est pas possible que les maires et les villes et les municipalités reçoivent du budget européen, du budget des Nations Unies, un fonds dirigé directement et géré directement par les maires et villes? Ces fonds, il faut le créer. Et il faut être naturel parce que c'est les villes et c'est les localités municipales qui ont la responsabilité majeure. Il faut que vous, citoyens, ONG, société civile, se mobilisent. Il faut que les institutions se mobilisent. Il faut que le secteur privé, la finance, les médias, tout le monde se mobilise. Ça a été la grande réussite du COP21. Et c'est pour cela que cette alliance fera qu'on aura finalement ce pacte finance-climat. Je finis par deux citations de quelqu'un qui a décédé récemment, qui est un grand scientifique, le Britannique Stephen Hawking. Bon, il disait que son grand obsession, c'était l'univers. Bon, on peut paraphraser, dire que c'est notre planète. Et il a dit même, bon, comme
C'est telle confusion, tel chaos, pourquoi pas le quitter et aller dans une autre galaxie? Non, chers amis, moi je veux rester dans ma planète Terre. Je veux rester dans ma Terre et je veux défendre ma Terre. Et il a dit que l'intelligence, c'est l'habilité de s'adapter au changement. Oui, soyons intelligents, adaptons-nous à ce changement et on va gagner la victoire. La victoire, c'est ce pacte finance-climat. Merci Pierre, on va arriver. Merci. Merci Miguel. Merci Miguel. J'accueille maintenant en notre nom à tous et au nom de l'ambassadeur, que je remercie encore d'être là, l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, Nicolas Hulot. Pas la peine de le présenter, pendant des années c'est lui qui nous a fait découvrir la beauté de la planète. Il a d'abord été connu, des millions d'entre nous voyaient la beauté de la planète, contemplaient notre petite planète grâce à Nicolas Hulot qui mettait ses caméras un peu partout, d'abord la beauté. Et maintenant il mouille la chemise. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Et Anne l'a dit tout à l'heure, ça change tout quand un ministre d'État dit que l'objectif c'est la neutralité carbone. Tu as eu, je ne sais pas si tes oreilles ont sifflé, mais plusieurs personnes ont dit l'estime qu'ils avaient pour ton combat, en disant que ça change tout quand un ministre d'État dit le but c'est la neutralité carbone. On ne peut pas s'en tenir à changer des virgules, à faire 1% par-ci, 1% par-là. C'est une vraie révolution à laquelle tu nous appelles tous. Merci d'être là malgré ton agenda. Tu as la parole. Merci beaucoup, Pierre, d'abord de m'avoir invité, d'avoir réuni cette assemblée et plus encore d'avoir élargi le champ des réflexions. D'abord, je veux saluer Monsieur le Ministre, Madame la maire et tous les amis qui sont ici. Si je ne me trompe pas, dans la journée, vous avez dû recevoir Daniel Cohn-Bendit. Il n'est pas venu, mais je l'avais vu sur la liste des invités. Tout à chacun, quand on évoque son nom, et surtout quand on est 50 ans après mai 68, on repense à cette époque-là. Et vous vous rappelez du slogan à l'époque, qui avait marqué sur les murs de Paris, « Il est interdit d'interdire ». Je vais le paraphraser aussi, je pense qu'il est interdit aujourd'hui de s'interdire. Mandela disait « Nous réduire ne rend pas service au monde ». Si on n'est pas un peu disruptif en matière de financement, si on reste dans les clous, pardon de l'expression, si on cède aux forces de rappel, dans une situation qui est inédite, qui est urgente, qui est cruciale, c'est moins qu'on puisse dire, bref, si on reproduit les mêmes choses, si on raisonne dans les mêmes schémas, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et si l'Europe décidait de mettre la finance au service du climat? Alors on aurait pu rajouter, et si l'Europe décidait enfin de mettre la finance au service du climat. Puis, il y a un point d'interrogation qui laisse à penser que, à cette question, il y a deux réponses possibles. Oui ou non. Je me permets de dire que je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Le climat, on ne gagnera pas si la finance n'est pas avec nous, mais la finance explosera en vol si elle laisse le climat, ou en tout cas les changements climatiques, nous échapper. Donc ce n'est pas une option, et c'est une condition, et on doit l'embarquer. Posiez la question, la finance, elle est comme pour beaucoup, elle a une grande diversité. De quelle finance parle-t-on? De la finance spéculative, de la finance qui accapare, la finance qui spolie, de la finance qui est au service d'elle-même, ou de la finance qui est au service de l'économie et qui, elle-même, est au service de l'humain. Tout ça a de l'importance et je ne mets pas tout le monde dans la même barque. Et certains sont peut-être l'ennemi d'une certaine finance, mais ce temps de la confrontation est révolu parce que tout le monde a à y perdre si chacun ne joue pas son rôle dans cet enjeu-là. On ne le fera pas, encore une fois, effectivement, si on n'aligne pas les planètes. Et je le répète, on ne le fera pas si nous restons dans les schémas très traditionnels. Une fois livré ces impressions,
d'une manière très spontanée, te dire, Pierre, que c'est un plaisir que tu me donnes de venir ici clôturer cette conférence à l'UNESCO. Ça fait 2 fois dans la semaine où je viens dans cette maison. J'étais venu pour les 30 ans du GIEC, il y a de cela 2 jours, et qui va me permettre, enfin en tout cas, de tirer bénéfice des échanges que vous avez eus aujourd'hui sur des idées, je pense, te connaissant, justement disruptives, un mot à la mode. Autrefois on parlait d'utopie, mais le temps de l'utopie est là, comme disait notre, je crois que c'était Odor Monod qui disait ça, que l'utopie, c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé, et essayons les choses. Est-ce que le mot urgence a encore un sens, l'urgence d'agir? Franchement, ce sont des formules éculées. Et le GIEC, qui, comme je le disais tout à l'heure, fête ici ses 30 ans, vient confirmer, jour après jour, année après année, rapport après rapport, que les phénomènes s'accélèrent beaucoup plus vite que notre temps de réaction et que les changements climatiques, y compris dans notre propre pays, on les a maintenant sous les yeux. Donc le défi, évidemment, est immense et, quitte à le répéter, on y arrivera si chacun prend sa part et si, effectivement, l'économie est au service du climat et qu'on indexe bien l'économie au service du climat, donc au service de l'humanité, et qu'on indexe bien la finance au service de l'économie. On ne relèvera pas ce défi si on ne se fixe pas justement des nouvelles règles à la finance, comme le titre de la conférence l'indique, si nous ne décidons pas collectivement, politiquement, de mettre enfin la finance au service du bien commun et du futur qu'on ne veut pas subir mais qu'on veut construire. Chacun le sent, demain sera radicalement différent d'aujourd'hui, de gré ou de force. Et donc, je pense que chacun a compris que la seule option, c'est de décider, enfin de ne pas laisser l'avenir décider à notre place. Demain, ça sera un avenir qui va être fondé sur 100% d'énergie renouvelable, j'en suis convaincu. Certains en doutent, je ne peux pas en faire la démonstration là, mais en tout cas, j'espère que dans la fonction qui est la mienne, je pourrai en tout cas avancer dans cette démonstration. Et en tout cas, demain nous oblige à laisser les énergies fossiles dans le sol, c'est là qu'elles sont le mieux. Vous le savez, la France a fait un premier pas dans ce sens avec une des premières lois, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la mutation énergétique, mais qui est plus qu'un symbole, qui est un axe sur lequel on pourra greffer d'autres branches. Une loi qui interdit dorénavant sur notre territoire toute nouvelle exploration d'hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels. Puis d'autres étapes vont venir. Avant 2022, la fin du charbon dans la production d'électricité. Et puis à l'horizon 2040, l'interdiction des véhicules qui émettent des gaz à effet de serre. Dans ce combat qui est complexe, j'entends bien parce qu'il remet en cause des fondamentaux, qui est passionnant aussi parce qu'il nous oblige à inventer un nouveau monde sans détruire totalement l'ancien. Mais il y a évidemment une période de flottement qu'on appelle la transition. On sait à peu près ce que l'on quitte et on n'a pas encore un point de vue bien précis de l'atterrissage. Mais gardons à l'esprit que le génie humain ne fait pas défaut. La seule chose qui fait défaut, c'est une intelligence, une vision collective et une planification universelle. Ce qui est fondamentalement en jeu derrière la transition énergétique et plus largement dans la décarbonation de l'économie européenne, c'est notre capacité à nous, Européens, à bâtir un nouveau modèle économique qui soit à la fois durable et à la fois solidaire. Ce qui est en jeu aussi, et ce n'est pas la moindre tâche, c'est de convaincre nos peuples européens que ce nouveau modèle économique, il est désirable, il est enviable, il est bénéfique pour chacun et qu'il apporte de nouvelles protections et de nouvelles opportunités économiques. Dans mon combat, mais qui est le vôtre, au quotidien, c'est justement de porter inlassablement l'agenda de la transition, de pousser l'ambition climatique au niveau européen
C'est une lame de fond d'ailleurs de la société européenne, que l'Europe ne cède rien sur ce sujet-là, ne s'accommode pas de la gravité, soit innovant et garde le leadership. C'est un défi difficile, mais c'est aussi un puissant levier pour relancer justement le projet européen, une fierté européenne, une ambition européenne autour de ce combat. Alors l'Europe, évidemment, fait face à des défis géopolitiques migratoires qui n'auront échappé à personne, également à des divisions internes sur notamment les questions de gouvernance économique. Face à l'urgence climatique, la transition écologique, on n'a pas le choix. Elle doit rassembler les citoyens de toute l'Union et les pays membres de l'Union européenne. Mais pour réussir ce défi, évidemment, c'est un lieu commun, mais l'Europe a besoin des Européens. Pour gagner cette bataille d'influence, il faut d'abord gagner la bataille des idées. Et c'est là qu'on attend beaucoup de vos travaux et que nous, qui avons des responsabilités, on doit être à votre écoute, mais pas dans simplement une posture d'écoute, mais personne n'a le monopole de l'intelligence, et donc il faut que l'on se nourrisse de toutes les propositions, et quelles que soient, d'où qu'elles viennent, et je dirais, quelle que soit leur originalité. Voilà. Dans l'exercice de mes fonctions, je reconnais, je m'en doutais avant de l'accepter, les temps de réflexion et de prise de recul sont malheureusement une denrée qui est très rare. On va faire une parenthèse sur ce sujet-là, mais c'est un sujet de démocratie. Jamais on a été dans des équations aussi complexes, et jamais le temps de réflexion pour ceux qui sont censés prendre des décisions n'a été aussi étroit. Ça pose une réflexion sur comment adapter nos démocraties et nos institutions aux enjeux universels, aux enjeux du long terme. Ce n'est pas l'objet de vos débats, mais j'en profite pour le dire. Et ils sont pourtant essentiels parce que si on veut maintenir un contact permanent avec la créativité, avec les solutions de la société civile, qui n'attend pas en général que les autorités politiques bougent pour faire et innover, c'est essentiel parce que c'est là qu'on se ressource, c'est là qu'on trouve des chemins. Et donc ce lien est évidemment essentiel et vous y contribuez. Et on doit établir évidemment des passerelles entre nos responsabilités et nos univers. Heureusement que la société civile innove, et heureusement qu'elle avance souvent plus vite que les politiques, car ça nous permet d'essayer de resynchroniser les évolutions des phénomènes que nous essayons de combattre et la traduction de notre prise de conscience. Mais il y a une urgence, et c'est le moins qu'on puisse dire, maintenant à changer d'échelle du point de vue des investissements. Là, si on se dit les choses entre nous, pour employer une formule classique, on est dans l'épaisseur du trait, mais on n'est pas dans l'échelle des choses. La Banque européenne d'investissement évalue, par exemple, le déficit d'investissement global dans les transports, l'énergie et les infrastructures de gestion des ressources, ni plus ni moins à 270 milliards d'euros. On vit à une époque où les ressources publiques sont rares, mais n'y voyez aucune provocation où l'argent est abondant. Les liquidités n'ont jamais été aussi abondantes. Les milliards sont déjà là en quelque sorte. Les taux d'intérêt sont proches de zéro depuis de nombreux mois. La Banque centrale européenne pratique une politique monétaire accommodante qui consiste à racheter pour plusieurs dizaines de milliards par mois des actifs privés. Bon, la moins bonne nouvelle, c'est que l'Europe se trouve face à une sorte de paradoxe. C'est que malgré cette abondance de liquidités, l'investissement productif et a fortiori celui pour la transition, lui, n'a pas progressé. Bon, ça, c'est le constat. Car le système financier, qui préfère le court terme, ne s'oriente pas spontanément vers les infrastructures de la mobilité durable, pas plus vers les projets de méthanisation, pas plus vers la rénovation énergétique des bâtiments, pas plus vers la transformation agroécologique des systèmes agricoles. C'est le drame des profits courts, que le temps des profits courts qui n'est pas compatible avec le temps long des écosystèmes, pas plus qu'il ne l'est avec celui de l'émancipation humaine. Puis aussi parce que le prix du carbone est insuffisant presque partout en Europe, les flux financiers se dirigent spontanément, maintenant, heureusement, vers les investissements de la transition écologique.
C'est ce que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, McCartney, appelle la tragédie des horizons, soit le conflit entre les objectifs financiers de court terme et le rendement social de long terme des investissements de la transition. Alors comment on peut inverser la tendance? Car si l'Europe souhaite, comme elle a affiché cette ambition, être le point d'orgue, la capitale du climat, si elle veut réussir pour ses citoyens, mais aussi pour tous ceux qui sont sur cette planète à répondre aux défis climatiques, elle doit, d'une manière très claire, très ferme, très précise, poser les bases d'un nouveau modèle économique et financier. C'est vital pour la planète, ça reste à démontrer, c'est vital pour l'humanité, ça n'est pas à démontrer. Et c'est aussi vital pour l'Europe qui est parfois d'une manière abusive, tant décriée, parce que parfois elle semble en déconnexion avec les citoyens, mais justement là nous avons une occasion magnifique de la reconnecter. Alors que l'Europe a aboli les frontières, elle a aujourd'hui reconstruit des murs, justement, entre l'économie et la finance d'un côté et la société de l'autre. Eh bien, le mur de Berlin s'est effondré, et ce mur-là, il va falloir qu'on lui fasse le même sort. Pour cela, il y a des axes qui se dessinent, il y a des pistes, il y a des propositions qui sont posées sur la table. Je n'ai pas la faculté, la capacité de les évaluer en l'état. Je ne veux pas faire de démagogie, mais j'ai souvent entendu cette phrase pertinente. On n'a pas hésité un seul instant à sortir des sentiers battus quand il fallait sauver les banques, mais on est beaucoup plus prudent quand il s'agit de sauver la planète. Bon, je n'irai pas plus loin, mais ça pose question et je comprends que nos citoyens se posent la question. Pourquoi une telle timidité parfois? Pourquoi ne pas être transgressif ou en tout cas se l'interdire par avance? Si effectivement les mots ont un sens et que se jouent les conditions d'existence de l'humanité, et je pense qu'au moins ce diagnostic, il a été partagé à la conférence de Paris. Alors il y a une chose sur laquelle on est évidemment tous d'accord, mais depuis longtemps, mais son temps est venu, c'est de réguler la finance pour l'adapter aux enjeux du temps long. Ça passe d'abord par de la transparence pour que les investisseurs prennent leurs responsabilités. Dans ce sens, l'accord de Paris a posé un cadre qui est celui de la neutralité carbone. Il n'est pas négociable. Ce cadre, il est universel, il s'applique à tout le monde, personne n'en est exonéré et surtout pas la finance. Il faut donc que les acteurs financiers nous disent si leurs investissements sont bien climato-compatibles, donc compatibles avec l'accord de Paris, pour accompagner le désinvestissement des activités qui sont émettrices de gaz à effet de serre et simultanément investir puissamment, massivement dans l'économie de demain, celle de l'efficacité énergétique, du digital, de la mobilité zéro émission ou encore, et la liste n'est pas exhaustive, des énergies renouvelables. Et à ce titre, j'en profite puisque vous m'en donnez l'occasion, je veux saluer le travail remarqué, qui a été réalisé par le groupe de haut niveau qui a permis à la Commission d'élaborer un plan d'action ambitieux pour la finance durable. Le plan d'action de la Commission définit donc un nouveau cadre et des perspectives ambitieuses pour cette finance durable en Europe. Et d'ailleurs, notre président de la République précisera dans quelques jours comment, lui, il compte y donner suite. Après, j'entends d'autres pistes. En l'état, je les écoute, mais je pense que là aussi, il est interdit de s'interdire. Mais je n'ai pas la faculté aujourd'hui d'en faire un commentaire, mais j'ai simplement le devoir de l'entendre. Celui de la monnaie ne peut pas faire grand-chose en cas de crise systémique en orientant l'activité des banques centrales. Enfin, on l'a fait à un moment ou à un autre. La question va être posée, ça ne remet pas en cause l'indépendance des banques centrales. Mais de toute façon, il faut bien acter que le climat, c'est une menace systémique pour l'ensemble de l'économie mondiale. Et encore une fois, personne ne comprend, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'on soit capable d'utiliser des outils qu'on a fait
qu'on a utilisées pour sauver la finance et qu'on s'interdit par avance de les évaluer dans un enjeu aussi important. En tout cas, c'est une discussion qu'on doit avoir, en insistant peut-être principalement sur un point. On peut discuter avec la Banque centrale européenne, mais je pense en tout cas, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, surtout avec la Banque européenne d'investissement, qui doit devenir, peu importe l'intitulé, mais la banque de référence de la transition énergétique et écologique. Ça me paraît évident. C'est bon pour l'économie européenne, parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a de la sobriété, parce qu'il y a de l'efficacité, parce que la transition énergétique va nous permettre, à nous, Européens, d'avoir une souveraineté énergétique. Et tout l'argent qu'on ne mettra pas à l'extérieur, on le mettra à l'intérieur sur des sujets fondamentaux. Et puis la souveraineté énergétique, ça n'a pas de prix, c'est aussi la souveraineté diplomatique. Et croyez-moi, on en a bien besoin. Après, il y a la réflexion autour du budget de l'Union européenne. Comme vous le savez, doter l'Union de nouvelles ressources propres, c'est une priorité qui a été portée par le président de la République il y a peu de temps. Il l'a rappelé à de nombreuses reprises. Alors là, il y a plein de pistes, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il faut les regarder, encore une fois. Alors, il y a celle, pour moi, qui ne fait aucun doute. Enfin, il faudrait quand même qu'à un moment ou à un autre, cette chimère ou ce serpent de mer prenne forme. Parce que là, je ne sais plus qui disait qu'une idée n'est jamais aussi forte que quand son temps est venu. Enfin, la taxe sur les transactions financières, si on ne la met pas au point là, je ne vois pas quand est-ce qu'on va la mettre. Et je pense que l'Europe ferait une erreur historique de ne pas aller plus vite dans ce sujet-là, tout simplement parce que là aussi, il faut qu'on change d'échelle dans la lutte contre le changement climatique, dans le soutien qu'on doit apporter aux pays frappés par les conséquences des changements climatiques, et qu'on a fait des promesses, et que le temps où on pouvait faire des promesses qui n'étaient pas tenues, lui aussi est révolu, et on en paiera les conséquences d'une manière, me semble-t-il, pas forcément pacifique. Certains parlent du transfert du budget européen du revenu de la mise en enchère des permis d'émission de CO2, la création d'une taxe carbone aux frontières, la fameuse TTF, à l'échelon de l'ensemble des membres de l'Union européenne, sur un taux bas et uniquement pour les actions dans un premier temps, l'harmonisation fiscale en créant une assiette commune consolidée par l'impôt sur les sociétés, incluant le numérique. De son côté, la Commission européenne est ouverte à l'idée de créer un droit de seigneuriage sur la création monétaire. Il s'agira de définir si cette idée est plus pertinente pour le budget de l'Union européenne ou pour celui de la zone euro. J'entends ça. On est là qu'au début d'un processus. J'ai le sentiment pourtant que l'ensemble des ingrédients sont là. Il faut assembler le puzzle maintenant. Mais l'intelligence pour trouver des solutions, elle est là notamment. Donc à un moment, il faut juste faire le lien. Des outils publics pour faciliter l'investissement, un cadre réglementaire pour que la finance durable se déploie, une grande cause également pour lui donner du sens, le climat, et puis une volonté politique pour relancer le projet européen. Voilà. La recette paraît simple, et pour paraphraser le sous-titre d'un livre, elle paraît scandaleusement simple. Et évidemment, je ne sous-estime pas les difficultés pratiques à surmonter, mais je ne sous-estime surtout pas les difficultés insurmontables si on ne réalise pas ce défi. Parce que ça, j'en ai pris la mesure. On s'est souvent, dans notre espace européen et dans notre espace français, senti très éloigné des conséquences des changements climatiques. Là, il faudrait vraiment mettre de la bonne volonté pour ne pas voir que les conséquences, elles sont déjà à nos frontières, dans nos frontières, et qu'encore, ça n'est qu'un petit échantillon. Voilà, simplement, je veux vous remercier de ne pas avoir cédé à notre pire ennemi, qui est le fatalisme, et pour cela, je vous en remercie.
Merci à tous, on continue le combat et on va gagner. Encore merci à Nicolas et à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui. On va gagner. À bientôt.